Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau d'Equinox ce soir. Week-end très mouvementé que celui qui vient de s'écouler, tant l'actualité a été dense dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Encore des morts enregistrés, parmi lesquels 4 soldats et un officier de police. Et également un sous-préfet enlevé une fois de plus dans le département de la Menchum Valley. Un peu plus tôt dans la journée de samedi, c'était Clarence Seedorf et Patrick Kluivert qui étaient intronisés, on va le dire comme ça, par le ministre Pierre Ismaël Bidungpat, sur haute instruction du président de la République. Et depuis quelques jours, on reparle de décentralisation, ceci en la faveur de la désignation de 2 responsables, de 2 personnalités dans ce ministère, et aussi depuis le décret présidentiel portant organisation de ce département ministériel. C'est le fait du jour. On en parle avec nos experts, et ce, dans un instant. Le fait du jour, pour en parler, je suis avec Pauline Yalakoum. Bonsoir. Bonsoir, M. Otou. Vous êtes directrice d'agence de développement de Douala. Oui, et oui, directeur de l'agence de développement de Douala et conseillère municipale de Douala 4e. Douala 4e. Ouais. Sur ce plateau également, Barthélemy Comtuente. Bonsoir. Bonsoir, M. Otou. Expert en décentralisation. Tout à fait. Voilà. À côté de vous, lui, c'est Eric Marcel Djomo. Bonsoir. Bonsoir Serge et bonsoir à tous les téléspectateurs. Journaliste Equinox Télévision. Absolument. Vous avez compris, on va parler un peu de sport aussi, hein, pas seulement. Bon, le sport et autre chose. Autre chose. Il est également sur ce plateau Jean-Robert Wafo. Bonsoir. Bonsoir, c'est Jean Otou. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Soir. Vous êtes 4e adjoint au maire de Douala 2e et ministre de la communication du Shadow Cabinet. C'est bien moi. Voilà. Je vais commencer avec vous, Madame Jeanne-Marie Yalakoum. 2000, la loi 96, la Constitution de 96 fait place à la décentralisation. En 2000, il y a la loi, mais ce n'est que 22 ans après que les choses, on va le dire, commencent à se mettre en place. Qu'est-ce qui peut expliquer ce décalage? Merci de me donner, je vais donner, sans être expert, comme M. Com, je vais vous donner ma modeste contribution. Je dirais que la Constitution de 1996 consacre déjà le vocable décentralisation, c'est-à-dire on dit à l'article 1, l'État du Cameroun est un État unitaire décentralisé. Donc, voilà, et en 2005, vous savez, la décentralisation, c'est un processus. En 2005, on ajoute donc, lors de l'organisation du ministère de l'administration territoriale, on ajoute le vocable décentralisation et on modifie donc les attributions des... bien les missions. Les missions, voilà, du MINAT. Du MINAT. Bon, maintenant, le MINAT a, le ministère de l'administration territoriale de la décentralisation a donc mis les bases de la décentralisation. Mais vous savez, c'est un grand ministère et le travail est lourd. Il faut donc amener tout le monde, parce que la décentralisation, c'est un processus qui permet de transférer, d'aménager donc l'État unitaire et qui consiste à transférer les compétences de l'État vers les collectivités territoriales décentralisées qui sont distinctes de l'État. Et il fallait déjà que les gens le comprennent comme ça. Et vous savez, nous sortons d'un système vertical où une espèce de centralisme. Oui, du centralisme. Et maintenant, quand on parle de décentralisation, ça veut dire que c'est la participation aussi du peuple, de la périphérie. Alors, c'est pas facile. Vous savez, nous sommes des humains.
Et les gens ont toujours tendance à protéger ce qu'ils ont déjà. Voilà. Barthélemy, comme tu étais, pourquoi avoir mis autant d'années? Parce que les gens ne comprenaient pas la chose? Ou bien c'est une volonté politique? C'est pas que les gens ne comprenaient pas. Une volonté politique? Tout à fait, puisque la seule personne qui peut impulser la décentralisation au Cameroun, c'est le président de la République. Non, mais cette volonté politique d'impulsion, c'est à son niveau. Oui. Et vous allez voir, depuis janvier, je vous ai dit, quand le président de la République, dans son discours de fin d'année, c'est la première fois que je vois le président interpeller son gouvernement devant le public en disant « j'ai instruit le gouvernement d'accélérer le processus ». Donc vous allez voir, ça va aller dans... Ce n'est pas du fait de la crise anglophone? Non, non, c'est pas du fait de la crise anglophone. Le président, quand on dit accélérer, ça veut dire que le processus était lent. Le rythme était lent. Vous avez bien dit, vous avez bien dit, le coup d'accélérateur devait venir de lui. Du président. C'est aussi, il faut la compréhension. Le président a dit d'accélérer, on va accélérer. Oui. Il y a eu un retard, moi je suis d'accord avec vous. 22 ans, c'est trop. Oui. Parce que depuis qu'on a adopté la Constitution, l'a promulguée, 22 ans, on aurait dû. Surtout que ce système politique a fait l'objet d'un consensus à la tripartite. Oui. Donc, quand on est parti à la tripartite, on s'est rendu compte que c'était la voie médiane entre l'État fédéral, que certains exigeaient, et puis maintenant l'État unitaire. Donc, on a adopté l'État unitaire décentralisé. Oui. Donc, le gouvernement aurait dû mettre en place implémenter ce système, ne pas attendre 22 ans. Éric Massandiomou. Oui, moi je pense que ne pas reconnaître que la crise anglophone est pour quelque chose dedans serait quelque peu fausser le débat d'une certaine façon. Deuxièmement, il y a une pratique courante qui est l'apanage du gouvernement, du régime en place. Laisser pourrir la situation? Pas seulement laisser pourrir, entre autres, laisser pourrir la situation, mais surtout cette lenteur, cette inertie caractérielle observée dans la mise en place non seulement des institutions, mais pratiquement dans l'élaboration et la pratique politique de ce régime. Vous avez évoqué cet aspect décentralisation, on pourrait évoquer de nombreux autres aspects. Où en est-on avec, par exemple, la mise en application de l'article 66 de la Constitution? Où en est-on sur cet article qui porte sur la déclaration des biens? 22 ans, on pourrait vous citer une tonne mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord aussi. On pourrait citer de nombreux aspects liés au texte qui doivent être appliqués, mais qui malheureusement, en raison de l'inertie globale du régime en place, ne sont pas faits. Et il faut attendre d'être sous le feu de la braise, comme c'est le cas actuellement, pour, à dose homéopathique, mettre en pratique ces choses qui existent depuis des lustres dans les textes fondamentaux de la République. Jean-Robert Wafo, manque de volonté politique de la part des pouvoirs publics pour la mise sur pied de la décentralisation? Absolument. La crise anglophone aussi? Absolument, il ne faudrait pas se voiler les yeux. Vous avez bien dit que la décentralisation, que l'État unitaire décentralisé est inscrit dans la Constitution de 96. De 96 à 2018, ça fait 22 ans. On est majeur au Cameroun à quel âge? Non, mais bien sûr. Mais écoutez, faut-il mettre 22 ans? Faut-il mettre 22 ans pour mettre en application, n'est-ce pas, un concept inscrit dans la Constitution, quand on sait très bien que pour modifier la Constitution en 2000, je veux dire l'article 6 alinéa 2, en 2008, on n'a pas mis 3 jours. On n'a pas mis 3 jours pour le faire. Donc c'est une absence de volonté politique. Il faut qu'on l'accepte. Effectivement, la crise anglophone est également quelque chose là-dedans, pour ce que vous appelez accélération, parce que moi, pour moi la décentralisation est mon nez depuis, et je vais donc le démontrer ici. La crise anglophone, oui. Pourquoi? Un indicateur simple. Le gouvernement de mars passé crée un ministère de la décentralisation. Quand est-ce qu'on a sorti l'organigramme de ce ministère? C'était mercredi dernier. Ça veut dire que quand on crée le ministère de la décentralisation, on n'y croit pas du tout. C'est comme s'il y a le feu, c'est comme s'il y a urgence à créer... Le secrétaire général a aussi été nommé il y a quelques effectivement, mais c'est un ministère qui n'avait pour unique personnel que le ministre.
C'est la preuve de ce que ça s'est fait dans la précipitation, manifestement sous l'urgence. Et l'urgence, c'était quoi? Et ça, je suis d'accord avec vous. C'était quoi? Il fallait donner un signal, n'est-ce pas, pour faire semblant de résoudre la crise anglophone. C'est de ça qu'il est question. Vous savez, oui, madame, moi je ne suis pas Vous pensez qu'il faut 22, il a fallu 22 ans? Non, je ne dis pas. Non. Il n'y a pas fallu 22 ans. La décentralisation, je vous ai dit, la décentralisation a commencé, c'est un processus qui a commencé depuis 2005. Après, quand on a... Mais de 96 à 2005, oui, non, c'est de 95. Vous savez, oui, mettre en place des institutions, c'est pas chose facile. Et puis, les Camerounais, nous aimons nous dédouaner. C'est toujours la faute aux autres. Moi, je dis c'est un processus. Parce que moi, l'agence de développement de Douala, qui a été créée en 2002, avec la participation de toutes les composantes sociologiques de la ville de Douala, c'est un élément de la décentralisation. C'est un élément de la mise en place de la décentralisation dans le cadre de la participation du peuple à la prise de décision. Vous savez, nous, on ne comprend pas, parce qu'il faut déjà que les gens intègrent. Qu'est-ce que c'est que décentraliser? Et moi, je vois toutes les peines que l'agence de développement de Douala a eu à se faire comprendre, à se faire intégrer. C'est pas le président de la République qui vient dire ne comprenez pas ce que c'est que l'agence, mais c'est des Camerounais qui sont là, qui ne... Pour eux, parce que chacun a une parcelle de pouvoir et il ne veut pas se dessaisir de cette petite parcelle de pouvoir. Donc il y a un problème de transfert de pouvoir. Oui, il y a un problème. C'est ça qui a fait que les choses traînent. Oui, c'est nous tous. C'est pas seulement l'État, c'est nous tous. Parce que c'est toujours facile de dire non, il faut... c'est Biya, il est à Yaoundé, le président Biya. Oui, Barthélemy, comme tu étais transfert de compétences, parce qu'il y a souvent eu ce malentendu-là. Transfert de compétences ou transfert de pouvoir? Je crois qu'il faudrait pour la gouverne, que les gens sachent ce qu'il y a même dans le concept de décentralisation. Voilà. La décentralisation consiste en un transfert de compétences de l'État central aux collectivités territoriales décentralisées. Oui. Et ce transfert doit s'accompagner de moyens appropriés. Voilà en quoi consiste la décentralisation. Et quand, à la tripartite, on a décidé d'aller vers cette forme de gouvernance, c'est parce que on s'est dit que l'État avait les moyens? Non. C'était que l'objectif général, c'était quoi? Améliorer le cadre de vie des populations. Parce que toute politique publique vise à l'amélioration du cadre de vie des populations. Donc, quand on a décidé d'aller vers la décentralisation, c'est parce que ce système politique permettait d'atteindre cet objectif général. Bon, maintenant, quels sont même les enjeux de cette décentralisation? Parce qu'il faut bien comprendre. Parce qu'on va parler de l'État fédéral, on va parler de l'État unitaire décentralisé, mais il faudrait que les téléspectateurs comprennent même qu'est-ce qu'il y a comme enjeu derrière la décentralisation. La décentralisation a 3 piliers majeurs en termes d'enjeux. Le premier pilier, c'est l'approfondissement de la démocratie locale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les populations doivent élire leurs représentants. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la gouvernance locale. Et si vous voulez, je dis la bonne gouvernance locale. Oui. Les élus qui ont été choisis par les populations doivent gérer et rendre compte. Rendre compte au peuple. Et le fait qu'ils soient élus par les populations ont le moyen de les sanctionner. Donc voilà le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est le développement local. Ça veut dire quoi? Dans le développement local, on associe les populations qui participent à l'utilisation de toutes les ressources d'une localité pour améliorer leurs conditions et leur cadre de vie. Voilà les fondements de la décentralisation. Maintenant, si on veut rentrer dans le rythme de mise en œuvre, ça fait l'objet d'un autre débat. Ce qui a fait donc, on ne comprend pas qu'au bout de 22 ans, qu'on n'ait pas mis sur pied tout ce que vous venez d'énoncer là. Pourquoi? Il y a eu des réticences au sein du gouvernement. Voilà. Quand on parle de transfert de compétences et de transfert de pouvoir, les gens n'ont pas voulu. Il y a eu des réticences énormes. Parce qu'il s'agit de transférer. Il y en a encore. Et ces pouvoirs sont énormes. Si on prend le cas simplement du ministère de l'Éducation de base,
qui doit s'occuper de la création des écoles, de l'équipement, de la construction des salles de classe, du matériel didactique. Vous voyez tout ce pan du pouvoir qui est désormais dévolu aux collectivités territoriales décentralisées, donc aux communes. Ce transfert doit s'accompagner de tout ce qu'il y avait comme financement pour réaliser tous ces projets. Et vous voyez, si on dépouille le ministère de l'Éducation de base seulement de tout cela, les gens se disent que si on nous prend tous ces pouvoirs, on les transfère, qu'est-ce qui nous reste donc au niveau central? Donc, si j'ai pris le cas du ministère de l'Éducation de base, vous prenez le cas des autres ministères, vous allez voir. Et demain, avec les régions, vous avez au niveau régional, ils vont s'occuper des routes régionales. Au niveau régional, il y aura les lycées. Donc, c'est des compétences et des pouvoirs énormes qui sont transférés. Et donc, les dirigeants n'ont pas voulu. Les ministères, c'est un département ministériel, n'ont pas voulu parce que ils ne veulent pas se dessaisir de ces pouvoirs. Bon, tel que c'est parti là, Éric Martial Djoumou, est-ce qu'on va s'arrêter? Bon, moi, je n'ai même pas véritablement le sentiment que ce soit parti. Mais l'organigramme est déjà là. Oui, l'organigramme. Vous dites que le cadre juridique commence à voir le jour. Du ministère en charge de la décentralisation. Pour moi, tout cela reste dans ce cadre purement théorique. Vous avez suivi M. Combe, l'expert tout à l'heure, dans un développement très théorique, très beau, simple, très beau, voilà, qui est aussi beau que les textes tels qu'ils sont adoptés, mais qui dans la matérialisation, l'application fait problème. Ce n'est pas un problème des textes. Les textes sont beaux, ils sont jolis, ils sont appréciables. Mais maintenant, leur application, qu'est-ce qui coince? Pensez-vous ou pensons-nous véritablement que en 22 ans, c'est parce que un ministre lambda a décidé de ne pas, de confisquer tous les pouvoirs, de ne pas transférer les compétences nécessaires? Pensez-vous que chacun à son niveau s'est assis sur ce point? Non. Pour moi, c'est un problème de volonté globale qui est impulsé par une personne qui est le patron de toutes ces personnalités. Il y a eu un refus d'appliquer, il y a eu un refus de libéraliser, un refus d'ouvrir et de transférer ces compétences à ces collectivités territoriales décentralisées. Depuis combien d'années est-ce qu'on s'en plaint? Depuis combien d'années est-ce qu'on voit des maires ou un maire vous dire que parfois pour faire un simple forage, il faut qu'il demande l'autorisation d'un délégué du gouvernement? Soyons sérieux, en 22 ans, c'est parce que ce délégué est trop puissant pour s'asseoir sur ses pouvoirs? Non, il y a eu un refus, une inertie, une absence totale de volonté des dirigeants et du principal dirigeant de transférer ses compétences. Paul Biya, coupable numéro 1? Coupable. Non. Vous avez eu votre temps de parole, madame. Est-ce que je peux parler? Allez-y. Je ne vous ai pas interrompu. Non, allez-y. J'ai dit, le président de la République est coupable. Si la décentralisation ne fonctionne pas aujourd'hui, pour moi, quand je dis même ne fonctionne pas, pour moi elle est monnaie. Donc vous n'y croyez pas du tout? Pas du tout. C'est du fait de deux facteurs. L'absence de volonté politique au sommet de l'État, il faut le dire, ainsi que certains fonctionnaires qui ont transformé, n'est-ce pas, la manne financière de l'État centralisée en leur mamelle nourricière. D'abord, l'absence de volonté politique. Vous savez, la décentralisation obéit à trois principes, à 3 ou 4 principes. Principe de progressivité, de subsidiarité et de concomitance. Je crois qu'il y a un 4e principe. Mais quand vous allez voir tous les textes qu'on a mis en vigueur, qui ont été votés, il n'y a pas d'échéancier précis. Le volume des transferts des compétences de l'État central vers les collectivités territoriales décentralisées n'est pas prédéfini, n'est pas préétabli. C'est volontaire ça? Vous croyez que le législateur l'a fait? Écoutez, c'est ce que, en tant qu'élu, c'est ce que je constate. Oui. Je constate bien cela. Et vous verrez, l'autonomie inscrite dans les textes est diluée par le fait que l'exercice de certaines compétences des collectivités territoriales décentralisées est placé sous le contrôle des représentants de l'État. Les mairies aujourd'hui ne peuvent pas développer leurs propres ressources, je veux dire les ressources nouvelles, parce qu'il y a un canevas qui est précis. Regardez la nature, parce que la décentralisation aussi, c'est un concept qui peut se mesurer par le régime juridique, n'est-ce pas, des collectivités territoriales décentralisées. Aujourd'hui, nous avons un régime juridique hybride, c'est-à-dire que
au-delà de ce que, malgré le fait que la loi est claire et dit ceci, les collectivités territoriales s'administrent par des exécutifs, non pas de conseils municipaux, vous allez voir, vous allez observer qu'en matière de régime juridique, nous avons un régime juridique hybride. Parce que il y a des actes qui doivent, de l'exécutif ou alors du conseil et de l'exécutif, qui doivent être absolument soumis à l'autorisation de l'autorité de tutelle et à ceux à en informer seulement. Pourtant, si on avait procédé à un contrôle... Vous, à Douala deuxième, oui. Un cas précis. Oui, à Douala deuxième. Mais je prends le cas de l'adoption du budget. L'adoption du budget, on nous fait comprendre que les conseils, que les collectivités territoriales s'administrent. Je dis, la loi indique clairement que les conseils municipaux, que les collectivités territoriales s'administrent librement. Mais quand nous votons un budget, généralement, il faut attendre après janvier ou alors à partir du 15 janvier pour pouvoir le mettre en application parce qu'on attend le visa du préfet qui est l'autorité de tutelle. Et voyez-vous, dans certaines communes, il y a des préfets, je ne dis pas ici à Douala, bon, parce qu'à Douala, bon, ils sont un peu plus expéditifs. Le préfet Maché, c'est un administrateur, n'est-ce pas, de qualité. Ça, je peux le dire parce que depuis qu'il est là, ça, donc, quand on vote un budget, ça va rapidement. Mais vous voyez, dans plusieurs collectivités. Non, mais même c'est prédécesseur. Non, à Douala particulièrement. Oui. Mais quand je rencontre mes collègues, mais la loi a prévu quand même. Je vous en prie. Quand je rencontre mes collègues maires, ils se plaignent. Il y a des communes ici où le préfet vise, c'est-à-dire qu'autorise l'exécution du budget après 2 mois. Mais est-ce que vous le savez? Et je vais dire également une chose. On parlait de l'absence de volonté politique. Que prévoit les textes sur la décentralisation? Il y a une loi. Il y a une loi de 2004 sur les régions. Où sont passées les régions? Où sont passées les régions, M. Serge Alain, autour? Les régions vous disent, je vais vous dire, après 22 ans, vous savez, j'ai toujours eu l'habitude de dire ceci. Oui. Si on avait appliqué convenablement la décentralisation, du moins les textes qui existent là déjà, si on avait mis sur pied les conseils régionaux, la tectonique politique liée à la crise anglophone, qui ébranle Yaoundé, n'aurait jamais atteint Yaoundé. Parce que, voyez-vous, les conseils régionaux ont compétence sur quoi? Le développement économique, l'éducation, la santé, les travaux publics, les infrastructures, et je vais même plus loin. Et même l'alphabétisation, et même la promotion des langues et des cultures nationales. Si on avait mis ces conseils régionaux, on n'aurait pas créé la commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme, parce que c'est chaque région qui devait le faire. Ça, c'est au niveau politique, absent de volonté politique, au sommet de l'État. Parce que c'est le chef de l'État qui doit impulser cela. Maintenant, il y a des fonctionnaires. Il y a des fonctionnaires, je veux dire, véreux, extrêmement dangereux pour ce pays. Et ça, je le dis ici gravement. D'abord, ils sont même plusieurs là qui sont en retraite, mais qui continuent d'exercer. Je ne sais pas pourquoi. Voyez-vous, les textes qui existent, on trouve dans ce pays des fonctionnaires qui font des calculs. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est une base autre que la base normale. Ces fonctionnaires ont décidé, il faut le dire ici, de faire du Premier ministre, parce que c'est lui qui signe les décrets en ce qui concerne donc, la décentralisation, décidant de faire du Premier ministre la serpillière de la République, M. Serge Alain autour. À titre d'illustration, oui. 2 décrets. Oui. Deux décrets. Le décret de 2011 fixant les modalités de centralisation, de répartition et de reversement des impôts communaux soumis à péréquation. En son article 6, alinéa 5, que dit ce décret? Sur la quote-part des centimes nationaux communaux alloués aux communautés urbaines, 40% doivent être reversés aux communes d'arrondissement de rattachement. Monsieur Serge Alain, nous avons une communauté urbaine qui a 35 milliards de centimes additionnels communaux. Logiquement, cette communauté urbaine devait reverser 40% de ces 35 milliards de francs CFA, soit 14 milliards de francs CFA, aux 6 communes d'arrondissement. Mais savez-vous... Elle ne le fait pas? Savez-vous, je réponds à votre question, oui. Savez-vous que quand on prend l'ensemble des CAC cumulés des 6 communes d'arrondissement du Vouri, ça n'atteint pas 3 milliards de francs CFA. Où sont passés 14 milliards? Le décret date de 2011, ça fait 7 ans.
Donc la communauté urbaine a fait une rétention illégale avec des complices qui sont tapis dans l'ombre dans ces différents ministères, du moins les ministères en charge dans les administrations, donc le MINAC à l'époque, et puis le MINFI. Ces fonctionnaires véreux, je le dis ici clairement, qui méritent d'aller à la retraite pour ceux qui ont déjà l'âge de la retraite, ont fait perdre aux communes d'arrondissement de droits aux 6 communes près de 100 milliards de francs CFA en 7 ans. Imaginez ce qu'on aurait pu faire avec 100 milliards de francs CFA. Deuxième décret. Le décret de 2015 donc précisant les modalités de transfert de certaines compétences aux communes en matière de commerce. Que dit ce décret en son article 13 alinéa 1? La commune gère les marchés installés sur son territoire. Mais on trouve des gens, des véritables extraterrestres administratifs, qui vous font croire que la communauté urbaine c'est une commune. C'est incroyable. Si vous dites que la communauté urbaine c'est une commune, ça veut dire que la commune c'est la communauté urbaine. Si A égale B, ça veut dire que B égale A. Voyez-vous, tous les grands marchés de cette ville, je prends le cas de Douala, et d'ailleurs, mes collègues maires, les collègues maires de 14 grandes villes qui disposent des communautés urbaines se plaignent. Ils se plaignent. Quand vous prenez le cas de la ville de Douala, le marché Mbopi, qui gère le marché Mbopi? Ce n'est pas la commune de Douala premier, c'est la communauté urbaine qui a donc ses ressources là-bas. Prenons le cas de la commune d'arrondissement de Douala deuxième, qui gère le marché central? Qui gère le marché central? Qui peut faire? Or, bon, maintenant, quand vous regardez la structure globale des recettes de la communauté urbaine, prenez le dernier compte administratif, du moins, ça fait au moins 7 ans, 8 ans. Regardez les droits de place sur les marchés. 575 milliards de francs CFA. 575 millions de francs CFA. Droits de place sur les marchés. Alors qu'ils ont des recettes de l'ordre de 60 milliards. Pourquoi ils s'accrochent tant sur une recette qui contribue à hauteur d'à peine 1% de recettes? C'est parce que la bataille est dans les recettes non déclarées qui vont dans les poches des mafias. Et il y a des retours commissions pareils. Donc, je dis, il y a une absence de volonté politique. Première chose, le président de la République n'est pas seulement responsable, il est coupable. Ça, il faut le dire, et je le comprends parce que s'il y avait le conseil des ministres, s'il tenait régulièrement dans les conseils des ministres, qui est la haute instance d'arbitrage, n'est-ce pas, des conflits dans les administrations, on aurait déjà dû... Mais il y a le conseil de cabinet. Et il y a le conseil de cabinet. Je vous ai dit, le Premier ministre est devenu la serpillère de la République. Il faut le dire. Et moi, je combats. Le Premier ministre est chef du gouvernement, que les gens le veuillent ou pas. Oui, on vous a compris. On doit respecter ces décrets. Non, on veut pas. Mais il y a des mafias. Merci. Mais ça ne semble pas vous gêner à Douala 4e, hein? Tout ce que le maire Wafo dénonce. Non, c'est pas... Douala deuxième. Vous savez, il est très exubérant, mon voisin de gauche. Vous êtes bien poli. Une femme moi, et moi, je dis, la décentralisation s'appuie sur les collectivités locales décentralisées qui ont une autonomie. Bon. Aujourd'hui, j'aurais voulu véritablement qu'il me parle de la gestion d'une mairie. Et parce que c'est la mairie aujourd'hui, parler de la région, les mêmes compétences qu'il a citées sur les régions se retrouvent au niveau beaucoup plus local qu'est la mairie. Or, il y a des communes aujourd'hui qui sont gérées par des maires. Et j'aimerais bien savoir, est-ce que certains maires peuvent véritablement... Parce que la commune, aujourd'hui, doit se vendre comme un produit. Il n'y a pas possibilité que les mairies développent des ressources nouvelles. Ce n'est pas possible. Tout est encadré par la loi. Non. Vous savez, il a parlé tout à l'heure du budget. Je crois que le législateur a prévu des cas où le budget n'est pas... n'a pas le visa au 1er janvier. Hein? Comment ça? Mais si la loi permet qu'on puisse quand même commencer, parce que la mairie ne peut pas s'arrêter, parce qu'il n'y a pas le visa. Vous faites comment? Est-ce que c'est d'abord normal? Non. C'est d'abord normal. Barthélemy, comme tu es anormal pour vous justifier? Non, Barthélemy, comme tu étais. Ok, écoutez, j'ai bien suivi ce que le maire Wafo a dit. Il a dit des choses pertinentes. Mais il a dit des choses qu'il a l'habitude de dire. Oui. Et ce qu'il a l'habitude de dire, c'est comme si le maire Wafo a mis comme objectif dans sa communication au plateau
de toujours défendre un volet des centimes additionnels et des marchés. C'est la plus grosse banque budgétaire. Déjà, je veux dire que je suis d'accord, on va y arriver. Je suis d'accord avec le maire Wafo que la crise anglophone nous rattrape parce à cause de cette lenteur dans la mise en œuvre du processus. Parce que comme il a dit, le législateur de 2004 avait bien prévu une répartition des compétences entre la commune et la région. Donc, c'est cette répartition de compétences et cette mise en œuvre qui devait permettre d'atteindre l'objectif général, qui est le développement durable et intégral du territoire. Là, je suis d'accord. Si on avait implémenté la décentralisation et arrivé à l'échelon régional, on n'en serait pas arrivé là. Oui. On est tous d'accord. Maintenant, le maire Wafo, tout le temps, parle de CAC, des centimes additionnels et des marchés. Oui. Mais je dois dire au maire Wafo et aux téléspectateurs qu'il se pose un problème général de financement de la décentralisation. Parce qu'au terme de la loi, parce que ne vous cantonnez pas simplement au seul problème de douane. Nous sommes en mondiovision, nous sommes dans le problème de la décentralisation. Quand je prends Douala, quand vous parlez, je ne vous ai pas coupé, monsieur le maire. Vous avez pris tout le temps, je n'ai pas voulu vous interrompre. Donc, il se pose le problème global de financement de la décentralisation. Et moi, en tant qu'expert, je suis même en train de dire que, de m'interroger. Parce que demain, on va mettre en place les régions. Oui. C'est imminent. Les régions, c'est imminent. Tel que c'est parti là. Tel que c'est parti. Je vous ai dit que, à partir du moment où le président de la République, qui impulse, a demandé au gouvernement d'accélérer le processus, vous allez voir vous-même. Donc, les régions seront mises en place demain. Mais moi, en tant qu'expert, je me pose la question, d'où viendront même les financements? Parce que il y a 10 régions. Oui. Ça veut dire qu'il faut installer les services régionaux. Il faut organiser l'élection des conseillers régionaux. Oui. Il faut maintenant qu'il y ait la dotation pour faire fonctionner et les services régionaux et puis maintenant les élus. Donc vous voyez, ça fait encore une bouffée de financement, un gros morceau. Ouais. Donc dans ce contexte, M. Wafo sait dans quelles conditions les communes vivent en ce moment. Je ne sais pas, peut-être ils n'ont même pas encore reçu les centimes additionnels du premier trimestre. Pas du tout. Alors, voilà, il confirme. Donc, ça veut dire que demain, prenons le cas, on met les régions en place demain. Oui. Les financements viendront d'où? Attendez, dans un contexte de tension de trésorerie. Je vais vous expliquer. Donc, pour qu'il y ait financement des régions, l'État doit résolument réduire son train de vie. L'État doit réduire son train de vie. Oui. On doit trouver dans les salaires fictifs, mais pourvu qu'on les affecte, le gain qu'on affecte aux régions, quelque part. Parce que si c'est noyé encore pour la sécurité ou pour autre chose, les régions vont avoir les mêmes problèmes que les communes. Il faut regarder dans les marchés, les marchés fictifs, parce qu'il y a salaire fictif, il y a les marchés fictifs, il y a les dépenses somptuaires, les missions, Monsieur Wafo est bien placé pour citer tout cela. Donc si l'État même ne décide pas de réduire son train de vie et affecter tout ce qu'il y aura comme gain au financement des collectivités territoriales décentralisées, on aura les mêmes problèmes que vivent les communes en ce moment. Voilà, Éric Marchand-Djomo, tel que c'est parti là, on parle d'accélération du processus. 2019, on peut s'attendre à l'élection à la région? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je devrais m'attendre à ça. Mais il y a des préalables. Oui. Et ces préalables, quelques-uns d'entre eux ont été développés tout à l'heure. La réduction fondamentale du train de vie de l'État. Du train de vie de l'État, ça commence par là. Comment peut-on se poser des questions sur la provenance des ressources quand nous sommes tous d'accord que ce ne sont pas forcément ou toujours les ressources qui manquent, mais c'est la gestion des ressources disponibles qui fait déjà problème. On veut chercher des
des entrées additionnelles supplémentaires, alors que ce qui existe peut déjà aider d'une certaine façon à implémenter tout cela. Je pense que c'est exactement ce type de justificatif qui nous traîne, qui nous tire par le bas, qui empêche que depuis 22 années, on arrive à implémenter, à mettre en place, on n'arrive pas à mettre en place cette décentralisation, et qu'on nous dise qu'on est dans un processus, mais c'est quel processus qui, sur 22 ans, ne présente quasiment aucune ligne. Vous savez, moi je voudrais bien, que, parce que à chaque fois, oui, à chaque fois, on parle toujours des autres. Or, vous savez, un des piliers de la décentralisation, c'est le développement participatif. Ça veut dire que si c'est le développement local. Le développement local. Qui suppose la participation donc du peuple. J'ai voulu aller très vite. Parce que oui. Or, est-ce que le peuple peut vraiment aujourd'hui, a-t-il les moyens de contrôler ou même de participer à la gestion publique? Donc, il faut quoi pour cela? Il faut... C'est pour ça que, parce que le jour où le peuple va commencer aussi à participer, à contrôler... En faisant quoi? À contrôler au niveau local. Au niveau local. Que bon, on nous a promis une route ici, et est-ce que la route là est véritablement passée? Vous savez que le peuple ne peut pas le faire maintenant? Justement, qu'est-ce qui empêche le peuple de faire? Puisque si le peuple le fait, vous savez, à force de remonter par le bas, on finira par contrôler, parce qu'il a parlé de la gouvernance locale. La gouvernance locale, ça veut dire que nous-mêmes, nous devenons aussi ce n'est pas au peuple d'impulser. Non, je comprends, moi je suis d'accord avec vous, mais on cherche des solutions. C'est pour ça que je dis, c'est bien beau de dire, c'est les autres, Est-ce que nous-mêmes aussi, nous participons au contrôle ou à la gouvernance locale? Vous semblez dire à Jean-Robert Wafo, vous semblez dire à Barthélemy, comme tu étais tout à l'heure, tu ne pas s'inquiéter, que vous savez où on peut chercher, trouver les moyens. Tout à fait. Les moyens viendront d'où? D'abord, avant de répondre à cette question, je vais un peu dire quelque chose. Bon, écoutez, le peuple n'a pas de moyen de sanctionner parce que les élections ne sont pas libres, crédibles et transparentes. Parce que si les élections étaient libres, crédibles et transparentes dans ce pays, je vous en prie, je n'ai pas gagné. C'est on vous a proclamé vainqueur. Et c'est pas sûr que c'est sorti des urnes. Donc je dis, donc si le peuple avait la capacité, n'est-ce pas, de sanctionner, effectivement, le peuple aurait eu, comment je peux dire, une dimension participative réelle à la gestion de la chose publique. Quand on parle, oui, je suis d'accord, l'assainissement du fichier sol, qu'il faut trouver de l'argent, il faut réduire le train de vie de l'État. Et non seulement il faut réduire, il faut affecter le gain. Parce que si on réduit et que ça finance la sécurité, vous allez rester au même niveau que les communes en ce moment. Et vous savez dans quelles conditions vous vous trouvez. Monsieur Barthélemy, vous avez dit tout à l'heure que chaque fois que je parle, quand il y a un problème sur la décentralisation, je parle des marchés, je parle des centralisationnels communaux. C'est les grosses masses budgétaires. Tout comme. Pas dans toutes les communes du Cameroun. Je vous en prie. Pas dans toutes les communes du Cameroun. Nous sommes en Mandio Vision. Je vous en prie, monsieur Comtiente. Tout comme quand en 2007, le groupe parlementaire du SDF a parlé des salaires fictifs. Il a fallu qu'on rabatte ça sur tous les plateaux de télévision. C'était depuis 2007. Et c'est aujourd'hui que le ministre Motazé le reconnaît. Il a relancé aussi la chose. Il y a des moyens. Il y a des moyens. On peut tirer le gain de productivité. C'est-à-dire que le gain de productivité qu'on a tiré des salaires fictifs, c'est près de 100 milliards par an. Ça, il y a une affaire. 100 milliards par an, 44 000 salaires fictifs. Il y avait des fonctionnaires qui avaient 68 matricules. Première chose. Deuxième chose, est-ce que vous savez, monsieur Comtiente Barthélemy, qu'il y a eu un rapport de la Chambre des comptes pour le compte de l'exercice 2015. Que disait le rapport de la Chambre des comptes en 2015? Que 40% du budget de fonctionnement de l'État pour le compte de cet exercice a fait l'objet d'un détournement. Le budget de fonctionnement de l'État en 2015 était de 2115 milliards de francs CFA.
40%, ça fait combien? Ça fait 925 milliards de francs CFA. Je vous donne des chiffres. Je vous dis là où on peut prendre. Donc, je fais des chiffres. Moi, je dis la même chose. Je dis qu'il faut réduire le train de vie de l'État, mais l'affecter. Et puis, si on n'affecte pas la décentralisation, ça restera pareil. Je suis d'accord pour l'affectation. Mais je donne des indications. Si on réduit, on dit c'est pour les collectivités locales, ça va aller. Mais si on réduit pour affecter à la sécurité, vous aurez toujours des arriérés de salaire, vous auriez toujours des CAC en retard. Mais quand vous parlez, je vous laisse parler. Oui, allez-y donc rapidement, Jean-Robert Wafo. On est quand même sur un plateau, puis on a dit la même chose. Et je vais dire, il faut également une volonté politique. Parce que voyez-vous... Ça, on l'a déjà dit. Non, voyez-vous, par rapport aux affectations, est-ce que vous savez qu'en matière de taux de prélèvement obligatoire, des impôts et taxes sur l'ensemble du territoire au Cameroun, l'État central à lui seul, ainsi que les organismes qui lui sont rattachés, concentrent 85,5% de taux de prélèvement obligatoire, contre 6,5% à 14 communautés urbaines, dirigées pourtant par des délégués nommés, et rien que 2,5% à 360 communes d'arrondissement dirigées par des maires élus. Ça veut dire qu'en fait, concrètement, pour que tout le monde me comprenne, sur 1 million de francs CFA qu'on collecte dans ce pays, l'État central, les organismes qui lui sont rattachés, concentrent 855 000 francs CFA. Les 14 communautés urbaines dirigées par les délégués, nommés, je dis bien nommés, oui, ils sont tous nommés. 65 000 francs, et 360 communes dirigées par des exécutifs élus, 25 000 francs CFA. Est-ce que c'est normal? Ils le savent tous. Pourquoi ils ne font pas? Pourquoi ils ne décrètent pas, par exemple, le mammouth de l'État vers les collectivités territoriales décentralisées, donc vers les communes, et également de la communauté urbaine vers les communes d'arrondissement? Voilà le problème qui se pose. C'est-à-dire, je préfère être pratique plutôt que d'être théorique, madame. Oui. Et je vous donne des chiffres. Je vous donne des chiffres. Je suis passé à plusieurs émissions, n'est-ce pas, au niveau du poste national, avec des responsables. Il fait comme tous ces gens du MINAT et tout. Je leur ai fait, ils n'ont pas discuté ces chiffres. Le problème est là. C'est pour ça que je dis qu'il y a une absence de volonté politique. Et quand vous regardez ces gens, je dis, il faut passer à autre chose. Oui, parce que tant qu'on ne constitutionnalise pas la forme de l'État, c'est-à-dire que parce que la décentralisation là, pour moi, elle est molle. Il faut passer à autre chose. Parce qu'il faut passer à un concept, je vous en prie, il faut passer à un concept qui inscrit de façon claire et nette la séparation des pouvoirs. À un concept, je vous en prie, madame, il faut passer à un concept où ce n'est plus le fonctionnaire qui est l'élément central du concept, mais c'est plutôt l'élu. Et ce concept, madame, je le dis ici avec gravité, avec solennité, c'est le fédéralisme. Et vous n'évitez pas ce fédéralisme-là. Ça, c'est la position du social-démocratique front. Oui, je suis que là-dessus. Oui, je ne voudrais pas cautionner sur ce plateau cette démarche du maire Wafo, qui a tendance à vouloir dire que le système politique de gestion qui est la décentralisation n'est pas un système efficace ni fiable. Ça, je ne voudrais en aucun cas. Je peux accepter avec lui qu'il y a eu du retard dans l'implémentation. Je peux accepter avec lui en utilisant ces termes qu'il y a eu des fonctionnaires véreux qui ont été à l'origine de certains blocages. Mais je tiens à rassurer les téléspectateurs que l'objectif visé par la décentralisation est un objectif noble. Et je l'ai dit, il y a le développement local qui permet que les populations participent. Et au-delà de cela, monsieur le maire Wafo, au-delà de cela, il faudrait qu'on s'entende. Il faudrait qu'on s'entende parce que le système politique de la décentralisation, il y a 4 critères pour qu'il y ait une décentralisation effective. Il y a d'abord que, le premier critère, il faut qu'il y ait des affaires d'intérêt local. Oui. Ça, on les a dans le cadre de notre corpus juridique. Il faut qu'il y ait des autorités élues qui représentent le peuple. Ça, on en est encore là. On a des conseils élus, on a des maires élus. Troisième critère, il faut qu'il y ait la gouvernance. Que les gens puissent avoir des redditions de comptes. Ça dépend des hommes, oui ou non.
Et puis, il faut qu'il y ait l'autonomie. Oui. L'autonomie. Les textes existent. Voilà, il y a le troisième critère. Les fonctionnaires entrent en rébellion avec les textes. Le troisième critère, c'est l'autonomie. Ça veut dire les ressources propres et puis des compétences propres. Ça veut dire quoi? Les ressources, quand on parle de ressources, il ne faut pas seulement voir les ressources financières. Il y a les ressources humaines aussi. Oui. Il y a les ressources naturelles. Voilà. C'est tout cela qu'on met dans le développement local. Ça veut dire que chaque collectivité doit développer ses potentialités. Donc vous ne pouvez pas pour faire l'économie locale. Mais il y a des parcelles qui existent. Et quatrième critère, la carrière de Youpéla. Quatrième critère, l'État qui a décidé de transférer ses compétences aux collectivités locales doit contrôler. Et la tutelle ne doit pas non plus être excessive. Oui. Parce que la tutelle est régie par des textes. Il n'y a pas de tutelle au-delà des textes. Je fais un peu. Donc, faites attention. Et je tiens ici à dire, M. Wafo, le maire Wafo l'a dit, les communes sont gérées par des conseils élus. Oui. Mais qu'est-ce qui advient que M. Wafo vient sur le plateau pour poser les doléances des communes alors qu'ils ont la latitude de délibérer? Voilà. Encore délibérer. C'est le seul moyen que vous avez. Le seul moyen que vous avez, c'est de délibérer. Monsieur l'expert, ce que je vais vous dire. Et le législateur ne limite pas votre champ de délibération. Je prends le cas des carrières. Qui gère les carrières là aujourd'hui? Je dis que il y a eu une nouvelle loi de finances qui dépossède les mairies de la gestion des carrières. C'est les fonctionnaires. Mais délibérer dans ce qui est de votre compétence. Mais le problème, vous voulez le CAC, prenez une délibération. Prenez une délibération. Je vous en prie, monsieur Tom. La doit transférer 35 millions. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous prenez une délibération au sein des conseils. Je vous en prie, cher monsieur. Cher monsieur. Madame, on va se calmer. Oui. Je comprends que le sujet est d'actualité et il y a beaucoup de choses à dire dessus. Éric Martial Diomo, un mot d'abord? Non, mon mot reste le même. C'est que sur les textes, tout est là. Tout est dit, ou presque. Mais c'est toujours l'application. Malheureusement, pour moi, c'est un problème d'application. On aura beau tourner en rond, on aura beau développer toutes ces théories, toute cette contenance textuelle dont parle l'expert Barthélémy Komtiété, mais le problème de fond, il est lequel? Pourquoi? C'est les hommes. Non, madame. Les hommes. Non, madame. Attendez, je vous donne un exemple. Attendez, je vous donne un exemple. Permettez que je chute. Vous dites c'est les hommes. Vous dites c'est les hommes. Attendez, madame. Vous dites c'est les hommes. Attendez, madame. Combien de conseillers prennent parole dans les conseils municipaux? Un règlement. Combien? Or, il faudrait que les communes même s'associent pour défendre leurs intérêts. Oui. Allez voir par exemple le ministre. Oui, on vous a compris. Nous, on a besoin de ça. Parce que vous pensez qu'ils ne se plaignent pas. Madame Yala, vous pensez qu'ils ne le font pas? Montrez-moi une délibération qu'ils ont prise. Pour venir se plaindre, alors que sur le terrain, montrez-moi une délibération. Ils ne peuvent pas se dire, ils ne peuvent rien dire. C'est vraiment difficile. Ils viennent seulement ici sur le plateau. les gens pour dire oui. Une délibération sur le CAC. Ok, merci, madame. Je suis d'accord. Merci, madame Yala. Madame Yala, merci. On revient. Madame Yala. Madame Yala, je vous en prie. Madame Yala, je vous en prie. Cédric Nouffelé, bonsoir. Le journal. Cédric Nouffelé, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà 2 ou 3 éléments pour planter le décor du 20h ce soir. Alors que la mission d'inspection de la CAF est d'ores et déjà au Cameroun, nous ferons le point ce soir sur certains chantiers des infrastructures sportives destinées à abriter cette CAN prévue au Cameroun en 2019. Nous évoquerons également les conséquences de la guerre contre Boko Haram sur l'économie dans le septentrion. Vous suivrez dans ce journal comment les artisans ont abandonné leur métier de vente des objets d'art, la faute au tourisme qui a pris du plomb dans l'aile à la suite de ces multiples attaques des terroristes dans la région de l'extrême nord, malgré la situation qui se stabilise depuis quelques mois. Et nous évoquerons bien sûr les critères de sélection des candidats pour la présidentielle 2018. Vous le savez, le Conseil électoral doit se réunir demain en session extraordinaire. Nous allons rappeler ce soir à l'opinion publique, mais aussi aux postulants,
à cette élection, quels sont les critères qu'il devait respecter durant cette dizaine de jours. Le Conseil électoral a examiné les différents dossiers de candidature de ceux qui aspirent à diriger le Cameroun durant les 7 prochaines années. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, le développement de tous ces titres dans le 20h de Cédric Nouffelé. Quant à moi, je vous retrouve après pour le débrief. Voilà, retour sur le plateau, c'est toujours Equinox Soir. Je vais commencer par cette déclaration du ministre Pierre-Ismaël Bidoumpad. Prescriptions reçues permettent de concrétiser le recrutement de M. Clarence Zedorf au poste d'entraîneur sélectionneur national et de M. Patrick Kluivert au poste d'entraîneur adjoint des Lions Indomptables. Pierre-Ismaël Bidoumpad. Éric Marcel Djomo. Vous pensez, comme beaucoup de Camerounais, que Paul Biya a sélectionné, c'est lui qui a choisi ces deux-là? On est tellement habitué à ce non, il y a eu le cas Paul Le Guen. Je vais y arriver. On est tellement habitué à ce type de formule sur haute instruction ou sur très haute instruction, présentant le président de la République comme le monsieur omniprésent, omnipotent qui doit dire un mot sur tout, pratiquement, même sur les affaires de football, sur la décision de la nomination d'un entraîneur que je ne pense pas. Mais il a sélectionné Roger Mila en 90, on a vu les résultats. Oui. Est-ce que Paul Biya c'est un mauvais sélectionneur? Je ne juge pas les sélections de Paul Biya, mais je mets simplement sur la table pour déplorer le fait que pour justifier même des décisions qui sont normales, qu'on en soit à chaque fois à évoquer l'instruction ou la très haute instruction du chef de l'État. Je commence par là. Deuxièmement, évoquant ou restant sur cette désignation, ce recrutement de messieurs Zedorf et Kluivert, je voudrais relever quand même cette tromperie sur la marchandise auprès du peuple camerounais. Pourquoi en est-on arrivé à lancer un appel d'offres avec de nombreuses soumissions, 77 dossiers déposés, parmi lesquels une bonne quarantaine de dossiers camerounais, une shortlist de 10 sans le moindre Camerounais, ensuite une shortlist de 5, une shortlist de 3, et pour au finish nous sortir comme dans un chapeau magique des noms de personnes qui n'ont jamais soumissionné, des noms de personnes qui n'ont même pas été auditionnées, qui n'ont pas déposé le moindre dossier de candidature. Alors, question, pourquoi avoir perdu tout ce temps aux uns aux autres? Pourquoi avoir lancé un appel d'offres? Pourquoi tromper le peuple de cette façon? Éric Marcel, je vous arrête un instant sur le cas Sven Goran Eriksson. Oui. Vous pouvez nous dire qui a payé son transport à l'État du Cameroun? Je ne sais pas si c'est l'État du Cameroun ou le comité de normalisation. Voilà, donc il a effectué le déplacement au Cameroun pour rien. Oui, pour rien, puisqu'il n'a pas été retenu. Mais autre chose que cette affaire, Sven Goran Eriksson laisse transparaître. Et est le fait que il est venu, il a été auditionné, il a été écouté par les responsables du comité de normalisation. Mais, voyez-vous, qui est-ce qui a annoncé le recrutement des nouveaux sélectionneurs? C'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Il y a un problème. On serait attendu à ce que ce soit Maître Rapi. Logiquement, que disent la nouvelle loi promulguée par le président de la République, ou le nouveau décret présenté par le président de la République en 2014, réorganisant l'équipe nationale. Donc, il y a un problème à ce niveau sur qui a véritablement désigné ces personnes. Il y a un problème sur le mode de désignation. Il y a un problème sur le processus, parce que au finish, on s'en rend compte, et on n'aurait pas perdu autant de temps, 8 mois, alors qu'on prépare une Coupe d'Afrique des Nations. Il y a la perspective de la Coupe du Monde 2022. Tout ce temps pour ça,
on a envie de dire. Jean-Robert Wafo, toujours les méthodes à la camerounaise, une fois de plus, qui refont surface. Ah ben bien sûr. Ça nous colle à la peau, là? Non, mais ça ne nous surprend pas. Ah, vous n'êtes pas surpris? Mais bien sûr. Par cette cacophonie autour du recrutement de ces deux sélectionneurs. Donc, voilà, c'est-à-dire que tant que... Il faut pas oublier une chose. Dans les pays normaux, ce sont les fédérations qui désignent l'entraîneur de l'équipe nationale de football. Je ne sais pas pourquoi le ministre Bidon Pat se place là. J'espère que c'est un effet d'annonce. On dit que l'équipe nationale, c'est propriété. Écoutez, j'espère que c'est un effet d'annonce. C'est pas normal. Je dis, pourquoi ce qui est clair et vrai ailleurs ne l'est pas nécessairement ici? Le Cameroun, c'est le Cameroun. Une curiosité planétaire, vous voulez dire. C'est ce que je relève. Parce que normalement, tu as dit, ailleurs, quand on veut recruter des gens, c'était la Fédération française de football qui communiquait. Le ministre, on n'a même pas entendu le ministre français d'espoir en parler à l'époque. Pourquoi on ne le fait pas ici? Bon, j'espère tout simplement que, parce que le ministre Bidon Pat a juste voulu montrer qu'il existait en créant un effet d'annonce. J'espère que c'est la fédération qui a recruté les responsables de l'entraîneur. Mais ce que je note quand même, et comme Eric Martial Djomo l'a dit, bon, il y a une shortlist qui avait été arrêtée. Il y a eu des missions à Paris. Il y a eu des missions. Auditionner des entraîneurs. Je suis d'accord. Il y a tout cela. Et on se rend compte que, bien évidemment, ceux qui ont été retenus, Patrick Kluivert et Clarence Seedorf, qu'il faut le rappeler, sont jeunes. C'est pour vous dire que les jeunes sont là maintenant. Donc, il faut les utiliser là maintenant. Et je fais un clin d'œil au 7 octobre. Donc, ça veut tout simplement dire que, manifestement, ceux qui faisaient partie de cette shortlist n'ont pas été retenus. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été retenus. Pourquoi ils n'ont pas été retenus? Manifestement parce que le processus de désignation, il faut aussi remarquer cela. Le processus de désignation du sélectionneur au Cameroun est long et lent. Et pendant ce temps, quelqu'un qui était sur la shortlist, s'il décide, s'il est contacté ailleurs, si on lui propose un contrat ailleurs, il ira. Comme ça a été le cas pour ça. Il ira. Bon, pour le reste, Clarence Seedorf, il est connu. C'est un bon joueur. Il a fait ça pour Patrick Kluivert. Clarence Seedorf, bon. Mais en tant que joueur, mais je me pose une question. On connaît pas trop. Les faits d'armes ne parlent pas beaucoup plus en leur faveur. Non. Il y a des faits qui parlent en leur faveur. Il y en a quand même. Oui, c'est relatif. C'est relatif. Je n'ai aucun problème avec leur qualité. Oui. C'était de bons joueurs, Eric Martial. Bons joueurs et même, bon, peut-être entraîneur moyen. Peut-être qu'ils commencent, voilà. Ce que je ne comprends pas, est-ce que nous les compatriotes... Attendez, il termine son propos, monsieur. Pardon, madame. Attendez. J'ai entendu dire que... J'ai entendu des gens dire que Eriksson... Sven-Goran Eriksson. Oui, qu'il tablait sur 65 millions, ce qui est le montant de ces deux. Oui. Donc c'est déjà quand même une économie. Oui, 63, donc c'est même un peu plus moins. Donc voilà, il y a déjà un gain, n'est-ce pas? Pas de 8 millions, oui, disons 2 millions. 2 millions de francs CFA. Et puis de deux, c'est les joueurs célèbres. Oui. Et on espère, et c'est des joueurs de haut niveau. Oui. Donc on espère qu'ils vont transmettre, n'est-ce pas, les connaissances acquises tant sur le terrain que sur le banc de touche des différentes équipes qu'ils ont eu à coacher. Voilà. Barthélemy Komtiente, vous pensez que c'est ça qui a pesé sur la balance, que deux comprennent 2 à 63 millions, alors qu'un demandait 65 millions, le Suédois? Avec sa team aussi. De toutes les façons, moi je ne veux pas faire un procès d'intention au gouvernement, parce que c'est eux qui ont choisi. Non, mais c'est la méthode qui dérange un peu. Ils vont payer, mais moi je veux m'en tenir tout simplement à la qualité. Oui. À la qualité de l'entraîneur et de son adjoint. Oui. Il s'agit des professionnels de haut niveau qui ont un palmarès élogieux. Est-ce qu'un bon joueur, c'est un bon entraîneur? Bon, disons que je ne vais pas non plus... On les a choisis, c'est déjà fait. Maintenant, on se met dans la perspective. Oui. Ils ont une mission accomplie, donc de par leur talent et déjà leur âge, il y a quand même... la jeunesse. Oui, il y a quand même un atout qui milite en leur faveur. Oui. Et tous les Camerounais attendent maintenant qu'ils portent l'espoir de tout un peuple. Et je crois que nous tous, on va les aider à atteindre cet objectif, parce qu'il n'y a pas d'équipe sans supporters, et tous les Camerounais
se reconnaissent dans l'équipe de football. Oui, Mme Yalakoum, il y a deux... Moi, ce que je ne comprends pas, la question était claire. Oui. Seedorf ou Kluivert, est-ce le bon choix? Oui. Mais je ne comprends pas toute la polémique que les Camerounais aiment toujours développer. Ça démoralise les Camerounais. Et vous même un Camerounais aussi. Hein? Oui, c'est-à-dire que nous renions notre camerounité et nous révélons notre médiocrité à toujours critiquer. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Bon, si vous êtes sur la shortlist, on retiendra bien sûr une personne. Ce n'est pas un engagement. Il ne faisait pas partie de la shortlist. Même s'il ne fait pas partie, vous pouvez, un examen, vous pouvez tous échouer, puis on prend ceux qui sont, on prend d'autres. Mais laissez-moi parler, monsieur. Donc, quand on est tout le temps en train de critiquer, je crois que soi-même, on est mauvais. Moi, c'est ça. Donc, je veux dire que ceux qui sont là, bon, moi, je suis une femme, mais mon mari aimait bien le football. Et bon, j'ai entendu ces noms, Kluivert, je crois que je l'ai vu jouer. Oui. Et je crois que c'est des bons. Et c'est des jeunes. Et moi, j'ai espoir que notre équipe nationale étant une bonne équipe, les Camerounais savent jouer au football. Les Camerounais ont un mental de gagneur. Je suis sûr qu'ils vont nous amener à la victoire. Voilà, justement, Eric Machandjomo, le ministre Bidongpa, dit qu'il faut, il a comme mission, c'est bâtir une équipe stable, conquérante, habitée par le fighting spirit. En attendant qu'ils arrivent et que les clauses de leur contrat, en tout cas, toutes les clauses soient véritablement dévoilées. Bon, forcément, ça nous manquait. Même si, pour moi, c'est pas ça le plus difficile pour eux. Pour moi, le plus difficile sera... Pourquoi le Cameroun, l'équipe nationale du Cameroun n'est pas facile à mener? Non, elle est tellement complexe pour ce que je connais autour de cette équipe nationale. Vous avez effectué plusieurs voyages? Au-delà des voyages, ça fait quand même près de 12, 13, 14 ans que vous suivez cette équipe. Je suis cette équipe, donc je sais exactement de quoi je parle. C'est pour cela que quand Madame estime que nous faisons dans la polémique, non Madame. Il s'agit quand même de dénoncer le fait que au Cameroun, on ait cet art de rendre les choses simples, très compliquées. Et pourquoi? Parce que forcément, on est obligé de soupçonner que derrière ces pratiques qui ne servent à rien, ces pratiques, ce processus lent, fatigant, infructueux, qui n'aura servi à rien, qui a peut-être d'autres intérêts derrière. Pourquoi ne pas le penser? C'est la camerounité. Pourquoi penser? Voilà, moi je ne suis pas partisan de la camerounité. Je le critique. Je suis camerounais, mais je dis non à certaines pratiques qui ne nous honorent pas. Quand ces personnes arrivent et suivent que, pour qu'ils soient désignés, il y a eu un appel à candidature, il y a 77 soumissions, il y a des déplacements à Paris pour aller auditionner des personnes qui veulent venir entraîner le Cameroun. On se déplace pour aller vers celui qui veut être employé. Il y a eu tout cela et qu'à la fin, on nous sort... Voilà, on parle d'une équipe concurrente. Le ministre parle d'une équipe concurrente. Jean-Robert Wafo, je vous en prie. Que madame veut qu'on applaudisse. Je vous en prie. On parle d'une équipe concurrente. Puisque vous êtes Camerounais. Monsieur, je vous en prie. Vous pensez qu'en 2019, ces deux-là peuvent nous faire... on va soulever le trophée? Alors, je vous ai dit qu'ils portent l'espoir de tout un peuple. Oui. Donc, mon souhait, c'est qu'ils nous aident à avoir cette victoire. Oui. Moi, je ne peux que le souhaiter. Oui. Donc, pour le faire, il faut le faire dans un esprit d'équipe, dans un esprit de gagnant. Jean-Robert Wafo, je le disais tantôt, vous ne semblez pas... Vous avez vu les travaux du stade Paul Biya Olembe, vous ne semblez pas convaincu. Oui, pourquoi? J'attends de voir. Je souhaite vivement que nous organisions cette Coupe des Nations, mais... Bon voilà, quand je regarde... C'est aussi une façon de leur mettre la pression, vous pensez? Je n'en sais rien. J'observe tout simplement que autant les Camerounais demandent que ce soit les nationaux qui, bien évidemment, entraînent notre équipe nationale, autant on a vu certains Camerounais se taire par rapport aux préfabriqués qu'on a, n'est-ce pas, déposé sur ces différents stades. Mais je vais dire une chose. Ils se plaignent de quoi? Mais écoutez, c'est un désastre économique. Tout a été importé. C'est un désastre. Donc ça va déséquilibrer, n'est-ce pas, la balance commerciale du Cameroun et tout.
donc, ça aurait pu. C'est-à-dire qu'on a passé des bons de commande aux entreprises là-bas qui ont effectivement gagné. Parce qu'aucune entreprise camerounaise n'a gagné quoi que ce soit, n'a bénéficié de quoi que ce soit là-dedans. Ça aurait pu résorber un temps soit peu, n'est-ce pas, le chômage avec la méthode IMO, haute intensité de main-d'œuvre, etc. Est-ce que c'est pas le on a temps choisi mais c'est une urgence qui est entretenue. Parce que quand il y a urgence, il y a un déblocage, n'est-ce pas, dans le cadre de la procédure d'urgence. Là où il fallait peut-être 6 signatures, il n'y a plus que 2, avec tout ce que ça comporte comme rétro-commission. On sait très bien qu'il n'y a plus d'avis d'appel d'offres, il n'y a plus la commission de passation des marchés ne siège plus, tout est dans une nébuleuse, tout ça c'est connu. Mais je vais dire une chose. On a dit que les nationaux ne faisaient pas, n'ont pas fait partie de la shortlist. De la shortlist. Oui, justement. Il faut savoir que les critères de départ. Oui, il y a ce problème. Il y a des critères de départ. Jean-Robert Wafo, je vous redonne la parole. Il y a des Camerounais qui pensent qu'il y a eu le tandem Hugo Bros, Alexandre Bellinga. Cette fois-ci, aucun Camerounais en vue. Non, mais il faut déjà savoir une chose. Mais il faut préciser que Hugo Bros avait aussi son adjoint. Oui, mais il y avait quand même un Camerounais. Bellinga était adjoint. Mais attendons, bon, je pense que ça. Vous croyez qu'ils vont mettre un Camerounais? Je pense. Ok. Je vais tout demander qu'il n'y a pas eu de nationaux dans la choisie parce que les critères de départ déjà excluaient la plupart des nationaux. On disait par exemple qu'il faut avoir entraîné un grand club africain ou bien européen et qu'il fallait déjà avoir gagné des trophées en tant que joueur ou bien entraîneur. Forcément, ces deux critères-là mis ensemble. Oui. Mis ensemble. Oui. Et puis en plus, il y a une chose, quand le ministre du Bidon Park fixe ses objectifs, dans les pays normaux, une fois de plus, bon, vous savez bien que c'est pas un secret de dire que le Cameroun c'est un pays anormal, mais dans les pays normaux, c'est la direction technique qui, n'est-ce pas, en réalité, met sur pied les fondements. Je dis bien les fondements techniques sur lesquels tous les autres entraîneurs, les entraîneurs qu'on va recruter, vont s'appuyer. En fait, c'est pas le ministre. Ce n'est pas le ministre, c'est le directeur technique, c'est ceux qui sont en charge, c'est la direction technique. Oui. Oh, quand vous regardez notre direction technique, bon, Jean-Marc René, attendez, Jean-Marc René, il est souffrant, il est malade, tiens son quin, bon, il est là, Jean-Paul Akono, bon. Non, moi je parle même pas du Maridon au niveau des hommes, mais au niveau du contenu. Non, parce que c'est extrêmement important. Au niveau du rôle. Et puis, il faudrait aussi qu'on sache une chose. Quand on parle des entraîneurs nationaux, ce n'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir. Hein. Il faut aussi aller rechercher les entraîneurs nationaux. Quand on dit entraîneurs nationaux, c'est des entraîneurs qui ont la nationalité camerounaise. Je vois Mboumbouémi qui entraîne aux États-Unis. Je vois Epalé en France. Mais pourquoi ça doit toujours être les mêmes? Il y a Aroga aussi. Oui, tout ça, ils sont nombreux. Hein? Donc, il ne faut pas toujours se concentrer sur une seule dont sur. Il faut oser, comme le Sénégal l'a fait. J'en suis d'accord. Mais vous ne pouvez pas. Que si M. Wafo est maire à Douala 2e, ce n'est pas. En tout cas, on aurait pu aussi nommer un expatrié là-bas, voilà, pour administrer cette mairie. Pensez à un moment à faire confiance aux nôtres. Mais on a souvent fait confiance aux nationaux. Mais c'est les Camerounais eux-mêmes, il y a un moment, on commençait à. Oui, Massa Djomo. Mais vous vivez comme si on est dans un pays normal. Non. Je vous ai pris l'exemple des. Je vous ai pris l'exemple des fabriqués. Jean-Robert Wafo. Je vous ai pris l'exemple de Jean-Robert Wafo, oui. On a laissé nos cimenteries ici. Oui, on vous a compris, Jean-Robert Wafo. Tout. Comme tu dis. Oui, moi je vais. Sur l'absence des nationaux sur la shortlist. Vraiment, je ne veux pas épiloguer sur l'absence des nationaux ou pas. Mais en ce qui concerne les chantiers de la CAN, moi je dirais que c'est vrai que les Camerounais de bonne foi sont inquiets quant la livraison de ces chantiers dans les délais. Mais l'inquiétude ne suffit pas. Nous devons faire confiance au gouvernement pour relever ces défis. Parce que si nous, chacun s'enferme dans son coin, on est inquiet, ça ne nous avance pas. On ne s'enferme pas, on constate. Le président a dit le jour dit. Oui. Donc nous faisons confiance au gouvernement pour relever le défi. Et si le gouvernement ne relève pas ce défi, ce sera tout simplement une grande déception. En attendant, cela n'empêche qu'on constate que sur certains chantiers, il y a des grèves. Attendons le jour de l'exécution. Si le gouvernement ne relève pas le défi, ce sera tout simplement une grande déception pour le peuple camerounais. Madame Yalakoum, je vous en prie, Jean-Robert Wafo, Madame Yalakoum, vous êtes optimiste,
Les chantiers seront livrés en décembre 2018. J'aimerais qu'on compare. Est-ce que dans d'autres pays... Pourquoi vous comprenez l'attitude de certains Camerounais qui sont sceptiques? Est-ce que vous comprenez l'attitude de certains Camerounais? C'est vous qui posez des questions, mais j'ai le droit de répondre aussi. Alors moi, dans ma réponse, je vous demande de me donner aussi des exemples où on a organisé les coupes et que les terrains qui étaient en construction ont été livrés un an avant. Parce qu'on a encore quelques mois. Avec la dernière Coupe du Monde, ça, madame. L'Afrique du Sud. Le problème, ce n'est pas un an. En 2010. Il y a un délai. Non, moi je n'ai pas évoqué le Brésil, oui. Mais c'est vrai. Le Brésil avait des problèmes. Le Brésil avait des problèmes. Est-ce que la coupe ne s'est pas jouée? Est-ce que la coupe ne s'est pas jouée? Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais je veux dire que nous sommes sur la bonne voie. Et il y a le premier des Camerounais, il y va de son honneur, il s'est engagé. Mais moi, je dis, c'est encore des hommes. Parce que moi, je crois que nous-mêmes, nous ne voulons pas que notre pays avance. Parce que nous sommes tellement pessimistes. Nous qui? Et quand les choses dépendent de nous, Monsieur Wafou, je suis sûr que si on vous avait donné un terrain à construire, vous seriez allé d'abord vous reposer en Europe ou quelque part en Russie avant de venir terminer le terrain. On nous a promis, madame, on nous a promis la santé. Pas tous à tous en l'an 2000. J'ai pas observé la santé pour tous en l'an 2000. Donc j'ai des raisons d'être inquiet. Mais j'espère que on va organiser, que ce sera une grande... Merci. Vous l'avez dit. Merci. 30 secondes. Un mot sur la décentralisation pour sortir. 30 secondes. Je commence par vous, Éric Martial-Diomou. 30 secondes. Bon, mon mot sur la décentralisation va rester celui où je reste sur ma ligne de départ. Les textes sont là. Messieurs les gouvernants, prière de les appliquer et... bon, je ne voudrais pas comparer les concepts décentralisation et fédéralisme pour m'interroger sur lequel finalement serait le bon aujourd'hui pour notre pays. Mais je pense que si l'application de ces textes qui existent véritablement, tant dans la loi fondamentale que dans plusieurs autres registres, avait été appliquée, on n'en serait pas là. Madame Yalakoum. Oui, pour moi, la décentralisation, qui est un processus de transfert de compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Pour moi, j'estime que nous sommes dans la lancée, parce qu'il y a des compétences qui sont de plus en plus transférées. Mais ce que je voudrais, c'est que nous, le peuple, nous, les Camerounais, que nous nous mettions dans ce processus. Parce qu'il y va aussi de notre participation à la prise de décision au niveau local. Donc, éduquons-nous, mettons en place les plateformes de dialogue, les plateformes d'éducation pour que le peuple puisse être comptable aussi de cette décentralisation. Parce que si le peuple contrôle, si le peuple a son mot à dire, peut-être nous allons impulser par le bas le processus de décentralisation. Jean-Robert Waf. Voyez-vous, M. Sey, à l'heure autour, quand vous regardez le niveau des ressources transférées, que ce soit en matière de dotation générale de la décentralisation, les impôts subis à péréquation ou les crédits transférés par l'État. 30 secondes. Ou les crédits transférés par l'État durant la période 2010-2015, c'est 588 milliards de francs CFA, qui représente à peine 3% du budget global de l'État durant la même période, qui est de 20 000 milliards de francs CFA au minimum. Alors, quand quelque chose a échoué, qu'un concept a échoué durant plus de 20 ans, il n'y a pas de honte à passer à autre chose, et cette autre chose, c'est le fédéralisme. Donc, on vous a compris. Oui, vraiment, la décentralisation, pour moi, est un bon système politique qui permet d'atteindre un objectif noble, qui est le développement local. Ça veut dire le développement de tous nos territoires avec la participation de toutes les populations. Et pour atteindre cet objectif noble, je pense là que ça va prendre un nouveau virage parce que le président de la République a demandé d'accélérer le processus.
Il a créé un ministère spécialement dédié. Il a nommé un ministre, il a nommé un secrétaire général et un organigramme vient de voir le jour. Oui. Je crois qu'il faut faire confiance au nouveau ministre et que pour qu'on atteigne les objectifs, pour moi, il faut consolider la communalisation. Ça veut dire donner des moyens à ces communes de pouvoir faire ce développement dans leur territoire et en même temps mettre en place la régionalisation. Ok, merci. Bonsoir Sylvestre Hippolyte Zangaou. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à nos chers téléspectateurs. On peut imaginer le menu de 100% foot aujourd'hui, deux sélectionneurs, un sélectionneur et son adjoint. À la tête des Lions indomptables. Oui, c'est l'actualité qui domine pour ce qui est du football au Cameroun. Depuis samedi dernier, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, qui, selon les informations, devraient arriver au Cameroun en fin de cette semaine pour paraffer donc leur contrat. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a rendu public l'identité de ces deux techniciens de football, dont beaucoup pensent qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience en qualité d'entraîneur de football, même s'ils ont une riche carrière de footballeurs. On en parlera ce soir en plateau avec bien évidemment des experts bien imprégnés des questions autour du football camerounais. Nous parlerons également de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et surtout la réponse de Pierre Ismaël Bidonko, le ministre de l'Éducation physique, qui a répondu à ceux-là qui répandent cette rumeur annonçant le probable retrait de l'organisation de cet événement sportif majeur au Cameroun par la Confédération africaine de football. Les chantiers, comment est-ce qu'ils avancent sur le terrain? Nos reporters, vous l'avez d'ailleurs vu dans le journal Ségri nous fait tout à l'heure, nous y reviendrons. Nos reporters Marcelin Gansop et Joël Sengue étaient au stade Paul Biya de Lembe où les travaux avancent plutôt bien. Voilà, retrouvez donc Sylvestre Hippolyte Zangaou. Ce sera après Equinox Soir pour 100% foot, 100% football. C'est tous les lundis à partir de 21h. Merci madame, monsieur d'être venu. Merci madame Yalakoum. Merci Serge. Voilà. Merci Jean-Robert Wafo. Merci Serge. Tout le plaisir a été le mien. Voilà. Merci Eric Marchand Demont. C'est moi qui vous dis merci. Et à vous retrouver en rédaction. Voilà, merci Barthélemy. Merci Serge, plaisir renouvelé. Je suis à votre disposition chaque fois qu'il faudra débattre des sujets porteurs pour la nation. Voilà, justement. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de Equinox ce soir. Rediffusion 23h GMT, ce sera minuit à Bayangam. Bonsoir.